je l'apprends pour peu de temps, puisque donc il me revient le plaisir et l'honneur de modérer cet après-midi. Donc nous sommes toujours dans la thématique l'éloquence révolutionnaire au prisme de ses représentations, mais là nous allons passer donc sur le versant de la littérature du 19e siècle. Et je vais donc immédiatement donner la parole à Olivier Ritz, qui est maître de conférence à l'Université de Paris, anciennement Paris Diderot, mais c'est une ancienneté toute relative, donc au laboratoire Cérilac. Ses recherches portent sur l'histoire littéraire de la période révolutionnaire et sur l'écriture de la Révolution depuis 1789. Il est l'organisateur, avec Sophie Lucet et Florence Lautry, du séminaire imaginaire de la Révolution française de 1789 à nos jours. Il a dirigé récemment avec Sophie Marchand un numéro de la revue Orage consacré aux explosions populaires. Dans le cadre d'un atelier d'édition critique collaborative proposé aux étudiants de son université, il a édité plusieurs romans du directoire et du consulat, que peut-être je n'ai pas cité là. Enfin, il tient le carnet de recherche littérature et révolution sur la plateforme Hypothèse. Et aujourd'hui, le titre de sa communication est « Les discours font partie de l'histoire ». L'écriture de la parole politique dans les premières histoires de la Révolution. Merci. Je vais commencer à rebours des usages rhétoriques sans exorde, par une affirmation qui rompt avec une certaine tradition critique, ou du moins avec la prudence à laquelle invitent celles et ceux qui, avant moi, ont étudié l'éloquence révolutionnaire. J'affirmerai donc que l'époque de la Révolution française a été l'époque d'une extraordinaire nouveauté en matière de discours politique. C'est Mercier qui le dit, ce qui certes ne prouve rien, loin de moi l'idée de faire du Nouveau Paris un document, mais qui, comme souvent, a le mérite de faire des suggestions très fortes. Au chapitre Tribune du Nouveau Paris, Louis-Sébastien Mercier écrit en effet ceci. « Je ne parlerai pas des traits d'éloquence qui ont étincelé si souvent dans cette tribune. L'Europe a lu et lit tous les jours ce qui s'y dit. Et l'on peut la comparer à un volcan qui lance la flamme, la lave, les pierres et la fumée. Mais ce volcan est dans une explosion, pour ainsi dire, perpétuelle, et ses flancs sont intarissables. Comme il s'est fait un changement prodigieux dans les circonstances actuelles, notre éloquence a pris un nouveau caractère. » Et je continue, c'est toujours Mercier qui parle. « Ce n'est pas sans doute le ton académique, ni le goût, ni la pureté du style, mais il y a eu un débordement d'idées de toute espèce de connaissances et de vues nouvelles, je ne sais quelle impétuosité que l'on ne rencontre chez aucun peuple. » Quelques paragraphes plus loin, le même Mercier ajoute « Qui n'est pas orateur ? Qui ne songe pas à être orateur après cette grande et heureuse perspective ? Aussi, c'est à qui s'exercera à l'art de la parole dans les clubs, dans les sociétés patriotiques et jusque dans les tripots littéraires. On y imite en petit la formation du corps législatif, on y crée un président, une sonnette et des secrétaires, on y demande la parole, on y fait des motions, des amendements, on consulte la majorité, et comme dans les grandes assemblées, la minorité toujours plus active, plus opiniâtre et toujours mieux liée l'emporte le lendemain. Qu'est-ce qui est nouveau? C'est moi qui parle à nouveau. La situation politique, bien sûr. Changement prodigieux dans les circonstances actuelles, dit Mercier. L'éloquence elle-même est nouvelle, caractérisée ici par sa force et son débordement, et surtout par les usages qui sont faits de l'éloquence parlementaire. Tout le monde la lit, j'insiste sur ce terme, et tout le monde l'imite. C'est là l'important. Même en tenant compte des spectateurs et des spectatrices qui assistent aux séances de l'Assemblée ou à celles des clubs les plus importants, seuls quelques milliers de personnes ont vu et entendu les grands orateurs de la Révolution. La grande majorité du public les a connus, avant de les imiter peut-être, par l'intermédiaire d'écrits. Pour le dire autrement, la nouveauté des discours politiques de la période révolutionnaire est d'abord dans leur extraordinaire circulation écrite. Cela tient à la naissance et au développement très rapide de la presse quotidienne politique, à partir de l'ouverture des États généraux, avec des journaux de plus en plus nombreux qui publient des comptes rendus des séances de l'Assemblée. Cela tient aussi à l'impression des discours, soit à l'initiative de leurs auteurs, soit par décision de l'Assemblée, avec l'impression de nombreux rapports. Je pourrais évoquer aussi le rôle de l'imprimerie nationale, ou bien à l'inverse, rappeler la grande liberté d'imprimer qui caractérise les premières années, les premiers mois de la Révolution, et la demande très forte pour tout écrit qui concerne la Révolution. L'augmentation de la production imprimée est importante, avec une part forte de cette production qui concerne l'actualité politique. Je peux faire la même remarque à propos de l'objet particulier du travail que je vous présente, les premières histoires de la Révolution.
On peut s'interroger longuement sur ce que ces histoires publiées dès 1789 doivent à la tradition historiographique et sur leur degré de nouveauté en tant qu'histoire. J'aurai l'occasion de revenir partiellement sur ces questions. Mais ce qui importe est d'abord de remarquer la vogue du genre pendant la Révolution, et cela d'autant plus que les auteurs de ces histoires n'ont pas connu la même postérité que les orateurs. Ils ont été très largement oubliés. J'aime à nouveau mieux laisser Mercier parler à ma place. Chapitre 3 du Nouveau Paris. Tous les livres qui portaient pour titre Révolution furent achetés, enlevés. Des éditions qui pourrissaient dans les magasins du libraire virent le jour, et l'on n'entendait plus que des voix qui demandaient à tous les bouquinistes « Donnez-moi l'histoire d'une révolution ». Les histoires de la Révolution publiées pendant la période révolutionnaire ont été nombreuses, j'en ai recensé une cinquantaine. Certaines sont importantes par leur étendue, par leur influence immédiate, ou même, en dépit de l'oubli ou du mépris dont ces ouvrages ont été l'objet, par leur qualité historiographique. Si l'on peut travailler à la constitution et à l'étude d'un corpus des premières histoires de la Révolution, comme je l'ai fait à d'autres occasions, ces ouvrages ne constituent pas pour autant un ensemble séparé du reste de la production éditoriale de l'époque. Comme les journaux, les mémoires, les essais et de nombreux ouvrages hybrides ou aux genres incertains, sans oublier les rapports et les discours imprimés, les premières histoires de la Révolution rendent compte de la Révolution et ils la commentent, participant à un vaste débat imprimé sur la Révolution française et répondant, je le répète encore, à une très forte demande du public. C'est à partir de ce double constat que je souhaite essayer de répondre à la question que les collègues qui organisent ce colloque m'ont suggérée. Merci beaucoup à vous trois pour cela. Qu'est-ce que les premières histoires de la Révolution ont fait de l'éloquence politique? La question de la place des discours dans l'histoire est aussi ancienne que le genre de l'histoire lui-même. Elle se pose notamment, classiquement, quand on s'intéresse à Thucydide. Mais cette question, qui reste une question importante dans les débats sur la manière d'écrire l'histoire au XVIIIe siècle, lorsqu'elle est appliquée à la Révolution, fait courir le risque de se tromper sur ce que sont alors l'éloquence et l'histoire. Il n'y a pas d'un côté de grands orateurs qui font de grands discours, et de l'autre, des historiens qui redonnent vie à ces discours dans leurs textes, quitte à faire valoir leur propre savoir-faire rhétorique quand ils décident d'inventer des discours ou quand ils doivent inventer des discours connus seulement par quelques traces. Les discours existent comme pratique et surtout sous la forme d'écrits nombreux et contradictoires. Les histoires sont écrites à partir de ces écrits et elles s'ajoutent à ces écrits à un moment où la demande du public pour ce genre d'écrit est forte. C'est pourquoi, à partir de là, je voudrais envisager la question de l'écriture des discours politiques dans les premières histoires de la Révolution sous trois angles complémentaires. D'abord l'angle éditorial, ensuite l'angle historiographique et enfin l'angle poétique. Avant de commencer ce programme, je vous envoie un lien, alors je vais essayer de le faire tout de suite, voilà, dans la discussion, je vous envoie un lien vers l'exemplier que j'ai préféré publier sur mon carnet de recherche parce que je trouve le partage d'écran avec Zoom parfois un peu envahissant. Donc, pour vous laisser la maîtrise la plus grande possible de vos écrans et de ce que vous voudrez lire ou regarder, je vous invite, si vous souhaitez avoir le texte des citations que je vais lire et commenter et les références des ouvrages pas toujours très connus que je vais évoquer, vous les trouverez donc sur ce billet que j'ai publié sur mon carnet de recherche. Et j'ai essayé de tirer parti aussi de la contrainte numérique qui s'impose à nous en ajoutant presque systématiquement un lien vers Gallica ou vers Google, c'est-à-dire un lien vers l'édition originale pour vous permettre de retrouver ces extraits dans leur contexte et dans leur mise en page d'origine, parce que parfois ça permet un regard que je trouve intéressant. Alors évidemment, vous risquez peut-être de vous laisser emporter par ces clics et par ces lectures, mais si c'est le cas, c'est que je n'aurais pas été bon orateur, et tant pis pour moi. Je commence donc par parler des opportunités éditoriales qui sont offertes par les discours politiques de la Révolution française. Les événements révolutionnaires ont pour conséquence la publication de nouveaux écrits, de nombreux écrits, en particulier des journaux et des histoires. Les discours ont une place importante dans ces publications qui rendent compte de la Révolution. Ils correspondent souvent à des discours prononcés au cours des événements,
comme le discours du roi à l'ouverture des États généraux, par exemple, qu'on trouve dans de très nombreux imprimés. Mais il faut prendre en compte aussi d'autres discours qui sont une première forme de propos historique, soit des discours qui relèvent du genre épidictique après certains événements et qui sont imprimés et qui donc proposent des récits et des commentaires des événements qui viennent de se produire, ou bien je pense en particulier à un exemple qui est celui de Dussault, l'auteur de l'insurrection parisienne et de la prise de la Bastille, qui est peut-être le compte-rendu de la prise de la Bastille le plus influent parmi les comptes rendus contemporains. Cet ouvrage est en fait la version imprimée et augmentée d'un discours ou d'extraits de discours. J'ai la page de titre sous les yeux et vous pouvez la regarder sur mon carnet de recherche si vous voulez la regarder aussi. De l'insurrection parisienne et de la prise de la Bastille, discours historique prononcé par extrait dans l'Assemblée nationale par Monsieur Dussault, etc., etc. Alors en fait, quand on regarde de plus près, ce discours est précédé dans le volume imprimé par d'autres discours et par un récit plus détaillé de la semaine qui a conduit à l'événement. Je pourrais prendre un autre exemple, mais je l'évoque simplement, avec les très nombreux discours prononcés à la mort de Benjamin Franklin, qui sont ensuite repris, d'abord isolément, puis dans des ouvrages qui proposent des vies de Benjamin Franklin. On est dans une histoire biographique plutôt qu'historique, mais le principe est le même. Le discours peut être une forme de récit historique qui peut exister à l'oral, puis à l'écrit. En tout cas, les événements révolutionnaires ont pour conséquence la circulation et la multiplication des discours écrits avec des phénomènes de reprise et de citation et aussi d'amplification. Il faudrait peut-être souligner le rôle du pouvoir dans la multiplication des discours imprimés. Je parlerai plutôt de consentement au moment de l'ouverture des États généraux, quand le pouvoir lâche prise, laisse imprimer les débats après quelques tentatives de résistance face aux premiers auteurs et imprimeurs qui veulent publier des comptes rendus des débats. Et je parlerai plutôt de volontarisme ensuite, quand l'Assemblée prend l'habitude de décréter l'impression des discours et organise leur impression avec l'imprimerie nationale et leur diffusion avec certains comités ou commissions. En décrétant l'impression, l'Assemblée désigne les discours à l'histoire. Ces discours sont dignes d'être connus et dignes qu'on s'en souvienne. Et en la rendant effective, elle les rend disponibles pour les historiens potentiels. Je remarque aussi un effet d'aubaine pour les éditeurs et les auteurs. La reprise de discours imprimés est une manière commode d'écrire l'histoire. On peut écrire beaucoup à peu de frais. Fantin des Odoards s'en défend dans l'introduction de son histoire philosophique de la Révolution de France, mais évidemment, ça a quelque chose d'une prétérition. J'ai renfermé mon ouvrage en 4 volumes, écrit Fantin des Odoards. J'en aurais fait 12, sans augmentation de travail de ma part. Je n'avais qu'à joindre à ma narration un grand nombre de procès-verbaux qui sont dans mes mains, des rapports volumineux faits aux assemblées nationales et quelques remplissages de même nature. Et puis il accuse son rival, celui qui lui ressemble le plus parmi les historiens de ce moment thermidorien, François Pagès, en écrivant que François Pagès, d'après lui, il a puisé tout simplement son premier volume dans l'ouvrage sur la Révolution de Rabot-Saint-Étienne. Donc, il a d'abord repris un autre ouvrage et son second volume dans le mien en y joignant plusieurs rapports faits à la Convention par Camus et Drouet et quelques anecdotes tirées de la décade philosophique. Bon, Fantin des Odoards décrit trop bien les pratiques qu'il dénonce pour ne pas les avoir pratiquées lui aussi. Peu importe ces emprunts qui sont faits avec plus ou moins d'intelligence d'ailleurs, et c'est parfois fait de façon tout à fait intéressante. Ce qui m'importe, c'est que la reprise des récits sur la Révolution qui existent et la reprise des écrits sur la Révolution qui existent, parmi lesquels se trouvent de très nombreux discours, permet à la fois aux libraires de répondre à la demande du public et aux auteurs de prétendre à la dignité d'historien. L'une des premières histoires de la Révolution, celle d'Hugo de Basseville, est entièrement faite d'un montage de textes repris dans d'autres publications. À vrai dire, les discours n'y sont pas majoritaires, mais ils y sont bien présents. Et Hugo de Basseville se contente de donner une fois pour toutes la liste des auteurs
à qui il emprunte les textes. Aujourd'hui, avec la reconnaissance de caractères et les outils de recherche dont on dispose, on peut retrouver l'auteur de chaque passage si on trouve que ça en vaut la peine. Je ne sais pas si ça nous apprend grand-chose, mais voilà, lui donne la liste une fois pour toutes et ensuite propose sa compilation. La présence des discours dans les premières histoires de la Révolution est donc d'abord le résultat d'un intérêt partagé. Je remets le lien, pas pour vous inciter plus que ça, vous faites vraiment ce que vous voulez, mais pour celles et ceux qui se sont connectés depuis que je l'ai mis tout à l'heure et qui ne l'ont probablement pas dans l'outil de conversation. Oui, merci beaucoup. Alors, je reprends. Donc, intérêt partagé par les auteurs des discours, par les auteurs des histoires, par les libraires et par le pouvoir. Et vers 1802, quand le pouvoir n'y trouve plus son intérêt et qu'au contraire, il y voit un danger, on cesse à la fois de publier des discours politiques et des histoires de la Révolution. C'est peut-être plus tôt que ça pour les discours politiques d'ailleurs. Mais j'en viens maintenant, il est temps à mon deuxième point sur les questions historiographiques. Il faut que j'y arrive, d'autant que c'est peut-être le plus important. L'exemple antique de l'historien qui se substitue à l'orateur a été beaucoup critiqué au XVIIIe siècle, notamment par d'Alembert dans les Réflexions sur l'histoire lues à l'Académie en 1761. J'en retiens une phrase: on renverrait aux amplifications de collège un historien qui remplirait son ouvrage de harangue. Dans son article sur la théorie et la pratique de l'historiographie dans la France du XVIIIe siècle, Neil Johnson écrit « La réalité ne correspond guère aux théories. On ne peut citer aucun ouvrage historique du XVIIIe siècle qui illustre de façon systématique les belles théories de l'époque. » Les premières histoires de la Révolution n'échappent pas toujours à cette critique. Alphonse Hollard en met un exemple en évidence lorsqu'il reproduit et commente un discours que l'historien royaliste Montjoie prête à Mirabeau dans son récit de la séance royale du 23 juin 1789. Je ne vous lis pas le discours tel qu'il est reproduit par Montjoie. Je vous lis le commentaire qu'en fait Hollard. Ce discours de Mirabeau, qui aurait été antérieur à l'intervention de M. de Rebrézé, et qui, bouleversant toute la situation, aurait lancé ou relancé la Révolution, n'est, ou je me trompe fort, qu'une invention fantaisiste de Montjoie. Petite complication. Le discours cité là par Hollard, qui pourtant est un connaisseur érudit de tous ces imprimés, ça reste un commentateur très précieux quand on veut à son tour s'y plonger. Le discours en question, il n'est pas fantaisiste du tout, c'est le discours, c'est l'une des versions les plus souvent reproduites du discours fait par Mirabeau, dans lequel on trouve les fameuses baïonnettes. Ce qui est fantaisiste, c'est peut-être ça que veut dire Hollard, c'est que Mirabeau prononce ce discours avant la demande d'évacuation de la salle chez Montjoie. Le discours est très souvent repris, y compris dans les archives parlementaires. C'est l'un des plus célèbres. Enfin, il n'est pas fantaisiste, mais il n'est pas non plus authentique. Il n'est ni fantaisiste ni authentique. La première trace imprimée de ce discours ne se trouve pas dans les journaux qui rendent compte dans les jours qui suivent de cet événement. La première trace imprimée de cette intervention fameuse de Mirabeau, elle se trouve sous la plume de Mirabeau lui-même ou de ses secrétaires dans la 13e lettre à ses commettants, dans laquelle il fait son récit des 23, 24 et 25 juin 1789. Bon, je passe sur ce cas, on pourra peut-être en discuter. Pour prendre un exemple net, mais un peu extrême, d'invention de la part d'un écrivain qui réécrit les discours, je m'écarte un tout petit peu de l'histoire, mais je le fais volontairement, en revenant à François-Xavier Pagès, mais cette fois-ci à son épopée publiée en 1793, La France républicaine ou le miroir de la Révolution. Et dans cette épopée en alexandrin, vous avez des discours qui sont entièrement réécrits en alexandrin. Et pour vous donner l'exemple de Mirabeau qui dit qui aurait dit que les députés ne sortiraient pas, cela donne « Vil esclave, retourne au palais de ton maître, dis-lui que les Français et leurs représentants ne fléchiront jamais à la voix des tyrans, qu'il peut, de son pouvoir, surpasser les limites, inonder ses parvis de nombreux satellites, mais que nous souffrirons les fers et les trépas
on ne va pas dire de baïonnettes, mais que nous souffrirons les frères et les trépas, plutôt que de souscrire à de tels attentats. Bon, donc voilà pour la réécriture, mais la nouveauté n'est peut-être pas dans le degré de réécriture des discours que dans l'existence et même dans la surabondance des sources. Pour des historiens antérieurs, écrire les discours était peut-être un moyen de remplir un vide. Cette fois-ci, il n'y a pas de vide, il y a au contraire un trop-plein. Le grand nombre de ces sources ne rend que plus évident leurs défauts. Puisqu'elles ne sont jamais tout à fait d'accord sur les mots prononcés, cela suggère qu'aucune ne rend compte fidèlement des débats. Et si j'ai fait ce petit passage sur Mirabeau, c'était pour dire cela aussi. Mercier, je ne vais pas avoir le temps de le lire, mais Mercier, au début du Nouveau Paris, dit que lui va raconter la Révolution dans le Nouveau Paris en rejetant définitivement tous les écrits et en ne parlant que de ce qu'il croit et de ce qu'il a vu. Vous trouverez la citation si vous la voulez. En vérité, une pratique historiographique prend une importance plus grande qu'auparavant, la pratique qui consiste à sélectionner et à critiquer les sources. Je m'appuie, pour en donner un exemple, sur l'histoire de toute cette période qui est la plus intéressante à mes yeux, celle de François-Emmanuel Toulongeon, Histoire de France depuis la Révolution de 1789, et je lis la suite du titre, écrite d'après les mémoires et manuscrits contemporains recueillis dans les dépôts civils et militaires. Toulongeon a fait plus que les autres un travail de critique des sources complété par un travail de recherche dans les archives. Il a privilégié les sources manuscrites. Et chacun des 4 tomes de son histoire, publiés entre 1800 et 1810, est séparé en 2 grandes parties. Le récit historique d'abord et de nombreuses pièces justificatives ensuite, avec dans la première partie des notes marginales qui renvoient aux pièces justificatives. Cette manière d'écrire l'histoire n'est pas neuve. Elle a même une double origine. Celle de l'histoire érudite, c'est une manière d'écrire l'histoire importante parmi les manières plurielles d'écrire l'histoire au XVIIIe, et aussi celle des mémoires judiciaires, avec la publication de pièces justificatives. Mais ce qui permet tout de même de parler d'un tournant historiographique et d'un tournant important, c'est que le problème des sources, qui est plus ou moins visible selon les choix d'écriture qui sont faits ensuite, devient un problème incontournable. La place des discours varie fortement d'un ouvrage à l'autre. Il y a des variations de longueur, citations longues, morceaux choisis, morceaux d'éloquence, citations courtes, discours narrativisés, sommaires ou extraits, insistance sur les effets. Pour aller vite, j'insisterai sur une alternative. Les discours sont plus ou moins séparés du reste du récit. On peut les séparer par des guillemets, par des italiques, par le passage au discours direct, ou au contraire, faire le choix d'une intégration au récit, d'une grande fluidité, d'une homogénéité, et effacer le plus possible la différence entre le discours et l'histoire. L'autre choix qui se pose aux historiens, mais qui est d'ailleurs plus qu'un choix, qui est une possibilité qui s'offre à eux, est la suivante. Les historiens peuvent reproduire de longues tirades, des sortes de monologues, des passages de plusieurs pages, ou bien, au contraire, choisir de restituer des passages de dialogue et ce que j'appellerais des scènes d'agone. Si je prends le vocabulaire du théâtre, on a tout à fait le choix quand on écrit l'histoire de ces débats parlementaires entre la tirade et l'agone. Alors, j'en ai pris un exemple chez Toulongeon dans un passage assez long consacré à l'accusation faite par Louvet contre Robespierre et à la défense que fait Robespierre. Toulongeon lui-même écrit: la forme dramatique de cette discussion qui peint les temps et les hommes devient un tableau historique. Et j'ai pris 2 petits extraits. Une voix. Non, républicain, point de petit ménagement. Nommé. Un très grand nombre de voix. Nommé, nommé. Louvet vient de dire qu'il ne voulait pas nommer les personnes qu'il accusait. Danton. Je prie l'accusateur de toucher le mal et de mettre le doigt dans la blessure. Louvet. Oui, Danton, je vais toucher le mal, mais ne criez donc pas d'avance. On rit et on applaudit. Et puis dans le passage suivant, que je ne vais pas lire,
il y a tout un passage avec beaucoup de tension parce que Robespierre veut prendre la parole et elle lui est refusée. Et il y a un engagement physique, il monte à la tribune, il y a des réactions. Voilà, il y a cette petite scène qui me plaît beaucoup aussi. L'une des forces des journaux, d'abord, puis des premières histoires, et l'une des supériorités par rapport au discours imprimé, c'est cette possibilité de dramatisation des récits. L'Agone devient une alternative littéraire à la harangue. C'est la version incarnée et dramatisée de la confrontation des sources imprimées. Et c'est une manière de donner à voir le dissensus politique et la conflictualité. J'en viens maintenant à mon dernier point rapidement sur les enjeux poétiques et politiques, les deux à la fois. L'Agone, les scènes d'Agone ou la tirade, quand je parle de scènes d'Agone ou de tirade, j'utilise le vocabulaire de la tragédie. J'ai parlé aussi d'épopée. Avec l'éloquence et avec l'histoire, on est aussi du côté des genres nobles dans la hiérarchie des genres. Mais justement, l'éloquence des révolutionnaires est accusée de ne pas du tout respecter cette exigence et d'être tout à fait à l'opposé de la convenance. Le caractère grossier de la langue des révolutionnaires est beaucoup critiqué à partir, enfin assez vite d'ailleurs, mais en particulier après Thermidor, et notamment avec l'ouvrage de La Harpe, du fanatisme dans la langue révolutionnaire. Donc, que peut et que doit faire l'historien face à cela? Est-ce qu'il doit faire entendre cette langue mauvaise et peut-être dangereuse, ou est-ce qu'il doit au contraire la polisser pour respecter les règles de son propre genre, l'histoire? La question est posée de façon très intéressante par Toulongeon, qui affirme qu'il faut pouvoir faire entendre la langue de la Révolution. Quand on le lit de très près, il faudrait même utiliser le conditionnel qui affirme qu'idéalement, il faudrait pouvoir faire entendre la langue de la Révolution, mais écrivant ceci en 1801, étant membre de l'Institut, lui-même est gêné par cette question-là, mais il en parle dans des termes tout à fait remarquables. Notre style historique est comme notre langue, trop délicat et trop susceptible. Les latins disaient tout et nommaient tout. Ils n'avaient pas comme nous deux idiomes, l'un élevé et théâtral, l'autre familier et usuel. Nous traitons trop l'histoire comme l'épopée. Elle marcherait mieux avec le brodequin qu'avec le cothurne dont nous la rehaussons. Alors je coupe un peu. Il faut parler la langue du pays où l'on se trouve. Et un peu plus loin, il y a telle période de la Révolution où la langue devint aussi dure, barbare et féroce, et l'historien est obligé d'y forcer son style comme un compositeur adapte sa musique aux paroles. Il revient là-dessus dans l'avertissement en tête du tome 2. Que serait l'histoire si elle ne faisait pas parler ses personnages, si elle ne leur faisait pas parler leur langue? Elle ne les peindrait pas ressemblants. Quand les événements sont le produit des paroles, quand les choses se sont faites avec des discours, il faut bien extraire les discours, puisqu'alors les paroles et les discours font partie de l'histoire. Alors, il faut que je termine à partir de là. Alors, cet obstacle-là est aussi important que le problème de la fiabilité des sources. L'historien ne devrait pas déroger. L'historien ne devrait pas s'autoriser à utiliser la langue des révolutionnaires, ce qui pose un problème d'écriture très important. Et avant même que la police de Napoléon rende impossible la publication d'Histoire de la Révolution, ou très difficile en tout cas, les critiques très fortes contre la langue des révolutionnaires et contre les historiens qui la laissent entendre compliquent leur situation. Et je ferai même une autre hypothèse, j'en suis moins certain, c'est qu'avant la réaction littéraire qui est à l'œuvre à la fin de la période, il y a sans doute une sorte de censure dans le passage à l'écrit dès 1789. Au moment où on écrit, le poids de la tradition s'exerce probablement beaucoup plus dans le passage à l'écrit que dans ce qui a réellement été prononcé par les orateurs. Conclusion, en un mot, la période de la Révolution me semble être un court moment de démocratisation de l'éloquence et de l'historiographie qui, pendant quelques années, n'ont plus été réservés à des élites sociales et littéraires. C'est vrai du côté des pratiques et c'est vrai encore plus du côté des publics, puisque ces textes ont été lus, débattus, imités peut-être. La permanence des traditions a peut-être été surévaluée
du fait qu'on connaît surtout ce qui a été écrit et qu'on retient surtout ce qui a été reconnu par la tradition ensuite, et la réaction littéraire, plutôt déréactoriale et consulaire que thermidorienne, si on veut la situer dans le temps, a été le moment d'une triple exigence. L'exigence d'un style élevé, avec la promotion de la langue et de la pureté du style, l'exigence de la perfection avec la conception de l'œuvre littéraire comme chef-d'œuvre, ouvrage achevé, et l'exigence politique de la concorde, avec cette mise de la concorde à l'ordre du jour par Napoléon au moment du consulat. Et il me semble qu'on peut démocratiser les études littéraires en étudiant davantage les textes qui, avant cette réaction littéraire, ignoraient ces exigences, et que pour éviter le piège des grands hommes, qui est une autre manière de faire potentiellement aristocratique, on gagne à le faire en travaillant sur des collectifs. Voilà, et je m'arrête ici, et je vous prie de m'excuser si j'ai dû aller très vite à la fin. J'espère que ça n'a pas trop rendu mon propos confus.